D'abord, pour le juriste français, prenons le juriste français. Il s'étonnera lorsqu'on lui dira, mais le droit luxembourgeois, en fait, c'est le droit français, à la base. Ce qui est vrai, c'est qu'en 1795, les troupes révolutionnaires à l'époque française ont donc fini par conquérir les anciens Pays-Bas autrichiens, donc pour l'essentiel la Belgique et Luxembourg, et le dernier maillon de la chaîne, c'est la forteresse de Luxembourg. Ils ont mis 7 mois pour vraiment faire un blocus qui fasse en sorte à ce que les Autrichiens se rendent. Ils se sont rendus au début de l'été 1795. Et au 1er octobre 1795, les Français installent 9 nouveaux départements, dont le département des Forêts, qui représente plus ou moins l'ancien duché de Luxembourg. Et là, d'un seul trait de plume, ils disent l'ancien droit est abrogé, donc le droit du terroir, tout ce qui avait poussé ici, les coutumes du duché de Luxembourg et du comté de Chiny, comme on les appelait à l'époque, c'était vraiment les règles juridiques basiques du terroir luxembourgeois, tout comme il existait les coutumes d'Armure, celui d'Hainaut et je ne sais pas quoi. Et donc on a introduit, avec des ordonnances, presque tout le droit français révolutionnaire nouveau qui a été pris en France depuis 1789. Il y a d'ailleurs encore aujourd'hui les ordonnances de 1789-1790 sur la justice des communes qui restent applicables chez nous. Et dans toutes les délibérations du conseil communal, vous avez les visas à ces deux ordonnancements juridiques. Donc, à la base, le socle du droit luxembourgeois, c'est du droit français. Mais, pour rendre la chose intéressante, c'est qu'à la pointe de l'ordonnancement juridique luxembourgeois, nous allons copier en 1848 la Constitution belge que des luxembourgeois, dans le contexte de la Révolution belge, avaient aidé également à élaborer, de 1831. Et donc, nous plaçons à la pointe de notre ordonnancement juridique la législation belge, qui, quelque part, s'inspire très bien des principes de la Révolution française, mais qui néanmoins est spécifiquement belge, avec un catalogue des droits et libertés à l'anglaise. Bref, il y a déjà un beau melting pot. C'est comme ça qu'on a généralement procédé. Donc, avec un certain recul dans le temps, on va voir un modèle, soit en France, soit en Belgique, pour l'essentiel du moins, et puis on l'adapte à la sauce luxembourgeoise. Pour le surplus, dans certaines matières, on va ailleurs. Nous avons fait partie de la Confédération germanique, puis également du Zollverein, de l'Union douanière avec l'Allemagne, ce qui a amené les législateurs luxembourgeois à s'inspirer pour la sécurité sociale, notamment en Allemagne et surtout en Prusse, qui était le régime de sécurité sociale le plus avancé, le plus progressiste de l'époque. Ça se passait en 1901-1902 pour Luxembourg. Et puis, vicissitude de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons gardé, mais pour des raisons d'ordre budgétaire, surtout et d'ordre de finances publiques, la législation fiscale allemande au provisoire, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, nous devons, oui, ça fait partie de notre ordonnancement juridique, nous appliquons la loi générale des impôts, donc l'Abgabenordnung, Steueranpassungsgesetz, le Bewertungsgesetz, etc., donc la loi d'adaptation fiscale, la loi d'évaluation, qui sont des textes allemands des années 30, ce ne sont pas des textes nazis. Ce sont des textes de la République de Weimar pour l'essentiel, et qui sont bien ficelés, et nous devons donc jongler avec des législations qui proviennent directement, soit de France, de Belgique et d'Allemagne pour l'essentiel. Nous n'avons aucune difficulté à transposer des solutions trouvées par la Cour de cassation française de Belgique, le Conseil d'État de France ou de Belgique, pourvu qu'à la base, les textes soient les mêmes. Or, ce dont on se rend compte, c'est que très souvent, il y a de légères différences, puisque le Luxembourg a mis sa petite source, a un peu changé les choses au cours de son processus législatif, il ne faut pas copier à l'identique, ce qui rend la chose d'autant plus intéressante. Et donc, il se peut que des plaideurs invoquent telle décision de la Cour de cassation de tel pays, de provenance de notre texte, et qu'on se rend compte, mais à la base, il y a une différence de texte. Alors, est-ce qu'on la transpose? On ne la transpose pas. Mais on n'a pas de problème à transposer des solutions. Pas de problème du tout. Et donc, on fait du droit comparé tout le temps. Jonglerie avec les langues. Je pense que pour un Français surtout, c'est presque impensable. Donc, si j'applique le juge administratif luxembourgeois est compétent pour les impôts directs. Si donc j'applique la loi générale des impôts, la Abgabenordnung, elle est écrite à la base, c'est un texte en allemand, qui reste en allemand. Il n'y a que les textes qui ont été modifiés après 1944 qui sont en français. Donc déjà là, vous avez un peu d'intéressant, trame allemande avec des inputs français. Où est-ce que vous voyez ça? Même pas en Alsace-Lorraine. Et donc, c'est très intéressant de voir que nous appliquons un texte allemand, que nous énonçons en langue allemande, mais que nous commentons dans nos arrêts, qui sont tous écrits en français, en langue française. Et nous aurons délibéré là-dessus en luxembourgeois. Mais bon, il faut bien voir. Moi, je parle ici en français. Alors,
Seulement pour expliquer à quelqu'un qui n'est pas du terroir ici, le français n'est pas ma première langue, c'est pas ma langue maternelle. Donc ma langue maternelle, c'est luxembourgeois, c'est de langue française dont on parlait tout à l'heure. Et puis dans l'ordre d'apprentissage, c'est l'allemand qui est ma deuxième langue, et puis le français est ma troisième langue. Il est vrai que travaillant tout le temps en langue française pour l'essentiel, pour ce qui est maintenant des cas croisés ici aux juridictions, vu que quand même le français est la première langue judiciaire, ça il faut le dire, eh bien on s'y fait quelque part. Mais ce qu'il faut dire aussi, mon épouse est francophone et elle me redresse souvent en disant mais ça c'est pas du français. Et donc il arrive souvent lorsque vous lisez en tant que francophone des textes de loi luxembourgeois que vous dites mais c'est pas du français ça. Mais nous comprenons et nous sommes capables d'interpréter ou d'appliquer un texte, ben, tout ça s'interprète en fait, un texte de loi en langue française, mais rédigé dans un esprit luxembourgeois, à la luxembourgeoise, tout en nous comprenant et en restant sur un rail qui pour un francophone est faux. Qu'est-ce qui est faux d'ailleurs, hein? Mais on se comprend. Donc, ça, c'est un aspect tout à fait particulier. L'autre aspect tout à fait particulier, c'est que nous devons quand même insister sur ce que la langue française c'en est une, très éminente, et le luxembourgeois en est une autre. D'après la loi de 84, le luxembourgeois est quand même la langue nationale des Luxembourgeois, et surtout, c'est aussi une langue administrative et judiciaire. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire en luxembourgeois? Si quelqu'un rentre ici une requête en luxembourgeois, elle sera recevable. Elle sera difficile à lire, parce qu'on n'est pas habitué, et on ne va pas répondre en luxembourgeois. Pour des raisons de cohérence, pour des raisons de continuité dans le langage, tous les jugements et arrêts des juridictions administratives sont rédigés en français. On essaye d'introduire aux juridictions administratives la langue luxembourgeoise, mais non pas en tant que langue exclusive. J'y fais trop attention. Je ne veux pas que quelqu'un dise qu'il a été bafoué dans ses droits de la défense parce qu'il n'aurait pas compris, parce qu'il n'aurait pas pu répliquer, parce que. Et donc je demande toujours aux avocats ce qu'on ferait en luxembourgeois ou en français. Bon. Pour les pièces, maintenant, si nous recevons des pièces en anglais, évidemment, qu'on ne fera pas traduire, encore que l'anglais ne soit pas une langue officielle, donc il y a de plus en plus de pièces en anglais. S'il s'agit de pièces en italien, qui sont des pièces qui sont facilement, parfois en espagnol, c'est des pièces courtes et facilement compréhensibles, on laisse passer, pragmatiquement de nouveau, mais dès que ça commence à se corser un peu, même pour le néerlandais, on fera traduire, parce que sinon ça sortira. Ce n'est pas un défi propre au droit de l'Union européenne, ni du droit luxembourgeois, mais c'est un défi en général pour le droit. Je pense qu'on assiste de plus en plus à une atomisation du droit. C'est un peu comme si des choses qui avaient été relativement bien bouclées sont en train d'exploser. Il y a de la réglementation partout, à tel point que même des jeunes magistrats, j'ai pu en discuter avec eux, lorsque, en matière d'urbanisme par exemple, tel point n'est pas réglementé. Ils me disent, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de réglementation. On dit parce qu'il y a. Mais alors qu'est-ce qu'il y a? S'il n'y a pas de réglementation, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Mais il faut trouver une limite, il faut trouver une règle. Je dis, mais non, est-ce que ce ne serait pas la liberté qui jouerait? Hein? Est-ce que ce ne serait pas la liberté? Ah bon, tu crois? Alors je me dis, mais il y a quand même quelque chose qui ne marche plus. Si à force de réglementer même des magistrats qui devraient savoir, se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un vide. Oh, qu'est-ce que je fais? Et là, je trouve qu'on est très loin. Ça, c'est un des grands défis. Bon, pour le droit européen en général, si on a 28 qui sont autour de la table, et chacun veut encore mettre un correctif, un modulateur, et dire évidemment, mais alors il sortira évidemment un texte éclaté. Et donc, ce qui me fait peur, ce n'est pas l'empire éclaté, mais c'est les textes éclatés. Et c'est un gros défi qui nous vient en partie du droit européen, mais également le législateur national est capable. Moi, je parle parfois de Wildwuchs. Donc, c'est vraiment une végétation non contrôlée. Le législateur place des textes, ne fait pas le ménage. C'est comme dans les forêts si on ne replantait pas. Il faut quand même une fois faire le ménage et replanter pour de bon pour qu'il y ait une nouvelle structure cohérente qui s'installe. Or, très souvent, vous additionnez aux textes existants qui déjà sont compliqués à mettre en combinaison, vous en additionnez de nouveaux, et puis la mise en cohérence, oh là là, au national, puis mise en cohérence avec les textes européens, des textes internationaux, qui, par la force des choses, vu qu'ils ont été élaborés à plusieurs, sont des textes compliqués, donc complexité sur complexité, c'est ça le gros défi auquel on est confronté.